Il est 15 h, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Une forte délégation japonaise est en visite de travail à Djibouti et a été reçue aujourd'hui par le ministre de la Défense. Et aux États-Unis, Donald Trump promet de frapper les talibans plus fort que jamais à l'occasion du 11 septembre qui a été célébré hier. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu donc aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature Ahmed Abdel Sobhi, ambassadeur de la République arabe d'Égypte à Djibouti. L'ambassadeur est venu faire ses adieux au Premier ministre qui, à cette occasion, l'a décoré au nom du président de la République au grade d'officier dans l'ordre national du 27 juin. Le ministre du Transport et des Équipements, Moussa Mohamed Ahmed, assisté à cette visite d'adieu. Le Premier ministre a adressé ses vives félicitations à l'heureux récipiendaire pour son implication active à consolider davantage la coopération bilatérale entre les deux pays durant les 3 années qu'a duré sa mission à Djibouti en sa qualité d'ambassadeur. Nous vous le disions il y a quelques instants, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a reçu aujourd'hui en son bureau le vice-ministre de la Défense japonaise chargé des affaires internationales, Yasunuro Nishida, en visite à Djibouti. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale, plus particulièrement dans le domaine de la défense. La discussion a porté sur l'état des relations entre nos deux forces, notamment concernant le soutien aux forces d'autodéfense japonaises dans le cadre de leurs activités à Djibouti. Ensuite, les deux parties ont abordé le contexte sécuritaire prévalant dans la région et les différents domaines de la coopération entre les deux pays, notamment concernant le renforcement des capacités des forces armées djiboutiennes. À cette occasion, le ministre de la Défense, Hassan Omar, a salué les relations privilégiées entre Djibouti et le Japon. Le ministre a exprimé son désir de renforcer les relations entre les deux pays. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Al-Samadiri, a reçu le nouvel ambassadeur de France à Djibouti, Arnaud Guillois, qui était accompagné du directeur de l'AFD, l'Agence française de développement, Philippe Collignon, dans le cadre d'une visite de courtoisie. Après les mots de bienvenue au nouvel ambassadeur de France à Djibouti, le ministre a retracé les liens séculaires et historiques qui relatent ce partenariat privilégié qui existe donc entre la France et Djibouti. Le ministre de la Santé et le diplomate français ont par ailleurs échangé leurs points de vue sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment sur les voies et moyens de renforcer la coopération sanitaire entre nos deux pays. Donc les deux parties ont également évoqué les différentes pistes de collaboration en matière de rehaussement des plateaux techniques hospitaliers et de renforcement des compétences de nos médecins spécialistes à travers le mécanisme de jumelage interhospitalier et des échanges d'expériences. L'ambassadeur Guillois a réaffirmé la volonté ferme de son pays à soutenir les efforts du gouvernement djiboutien afin de relever les défis de la couverture sanitaire universelle à Djibouti. Également dans l'actualité, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, a reçu ce matin une délégation italienne conduite par le colonel de la police, Abdillahi Abdi Farah. Les discussions au cours de cette rencontre étaient relatives au programme de lutte antiterroriste, notamment un projet de mise en place d'un laboratoire pour police scientifique et un poste de contrôle frontalier avec la contribution de la douane. Et cette réunion a vu la participation du chef du cabinet, du directeur des douanes, du directeur des impôts. Autre nouvelle du pays, le ministère du Travail en collaboration avec l'organisation des pays arabes a organisé à l'INAP une formation de 3 jours portant sur la santé, sécurité au travail, la négociation et le collectif ainsi que le conflit au travail. L'objectif de cette journée de clôture de cette formation était de partager les expériences des experts sur le modèle de santé et de sécurité au travail pendant le 3e et dernier jour de formation a été donc une occasion pour prendre la mesure de ce vaste domaine. Cette formation sur la santé et la sécurité est le commencement d'un long processus de partage, de réflexion, de diagnostic, d'auto-évaluation, de cadrage, de transformation et d'action qui aboutiront donc à terme à l'éducation d'une stratégie nourrie par le travail d'experts nationaux et internationaux et un modèle solide, efficient, pragmatique et conforme aux réalités nationales. Approfondi. Je remercie les experts de l'OAT et le directeur général du Centre arabe pour l'administration et l'emploi, ainsi que les experts de l'OAT. Donc, j'ai dit que le renforcement des capacités des partenaires sociaux et des instances comme le département du travail et la CNSS permettra de développer la négociation collective tripartite et puis le renforcement
de cadres de santé et de sécurité au travail. Nous nous réjouissons de cette formation, bien qu'elle soit courte 3 jours, mais nous demandons aussi, félicitons le ministère du Travail de l'initiation de cette formation et nous demandons d'autres formations pour un pays continuer à développer notre connaissance. Également dans l'actualité, une cérémonie marquant l'inauguration des infrastructures récemment rénovées a eu lieu ce matin à la base militaire de la force d'action rapide située à Arta. Présidée par le chef d'état-major général des forces armées, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, la cérémonie a regroupé de nombreuses personnalités militaires et civiles, notamment le préfet adjoint de la région d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed Assoui. Au camp militaire des forces d'action rapide d'Arta, le SEMGA, le général des corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a été chaleureusement accueilli par le chef de corps du phare, en l'occurrence le colonel Ibrahim Ali Farah, avant de procéder à la revue des troupes aux honneurs et au piquet. Aussitôt arrivé, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, accompagné du général Hassan Ali Kamil, a procédé à une visite des lieux et aux coupures de ruban des différentes infrastructures de ce camp militaire récemment rénové par les soldats et pour les soldats de ce régiment, comme la clôture murale des chambres de troupes et des cadres militaires, les hangars du parc automobile, la soude aux armements et d'autres installations, toutes rénovées, mais lesquelles, pour des raisons de sécurité militaire, nous ne pourrons pas diffuser. Et pour la 3e année, donc, les éléments du phare se font donc marquer par les travaux de construction réalisés au sein de leur camp. Les hommes de ce premier régiment d'action rapide ont fait leur preuve par les actions louables qu'ils ont menées en Somalie durant plus de 3 ans, en libérant donc de nombreuses villes de la région Hiran. Ainsi, leur agglomération, autrefois sous le joug donc des terroristes Shabab, ce qui leur a valu le nom de Wil Walal. Fier des travaux effectués par les éléments de la force d'action rapide, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes a exprimé ses félicitations au chef de corps et les a encouragés à poursuivre dans ce sens. Et après cette inspection des lieux faite par le chef d'état-major général des forces armées, la cérémonie a pris fin par un pot qui a été offert en l'honneur du chef d'état-major ainsi que des chants et danses traditionnelles. Et dans son intervention lors de cette cérémonie, le chef de corps du régiment Force Action Rapide, en l'occurrence le colonel Ibrahim Ali Farah, a rappelé au passage que le premier rare qui constitue l'épine dorsale des forces armées djiboutiennes compte dans ses rangs les soldats les plus aguerris de nos militaires. On l'écoute. Notre retour en opération il y a cela 3 ans, vous n'avez ménagé aucun effort, mon général, et ne lésinez aucun moyen pour remettre en place les infrastructures et les personnels du régiment d'action rapide. Sur tout le plan, notamment sur le plan personnel et infrastructure, compte tenu de l'investissement personnel, vous avez investi dans ces camps, mon général. Djibouti adhère au réseau francophone du régulateur des médias. Depuis sa création en 2016, la Commission nationale de la communication multiplie les initiatives pour que la régulation des médias soit perçue comme un des paradigmes de bonne gouvernance dans le pays. C'est dans cette optique qu'une délégation avec à sa tête la présidente Ouloufa Ismail Abdo s'est rendue à Tunis, en Tunisie, pour adhérer au réseau francophone des régulateurs des médias. Regardez. La CNC, la Commission nationale de la communication, vient de porter à 30 le nombre de pays qui composent le REFRAM. Il s'agit du réseau francophone des régulateurs de médias. L'événement s'est déroulé les 6 et 7 septembre dernier lors du congrès biannuel du réseau qui s'est tenu à Tunis. Une délégation de la CNC conduite par sa présidente, Mme Ouloufa Ismail, qui comprenait notamment le vice-président, M. Ali Mohamed Dimbio, et la commissaire chargée des affaires juridiques, Mme Souad Hussein, avait fait le déplacement pour défendre les dossiers
de l'adhésion de notre pays à cette instance. Les membres du REFRAM ont validé à l'unanimité l'adhésion de Djibouti au réseau après avoir entendu l'exposé de la présidente de la CNC, Mme Ouloufa, venue défendre les dossiers de sa candidature. À noter que la délégation djiboutienne a profité du Forum de Tunis pour s'enquérir des expériences des hautes autorités de régulation des autres pays, à l'instar de l'AICA marocaine et du CSA française. La délégation s'est ensuite rendue au siège de la haute autorité des régulations tunisienne, l'AICA, pour une réunion de travail sur la régulation médiatique en période électorale. Toujours en nouvelle du pays, une délégation djiboutienne se trouve actuellement à Karrouch, en Allemagne, dans le cadre d'échanges et de partenariats avec les autorités de la municipalité de cette ville. Après avoir participé à Hannover à la 4e conférence nationale sur les partenariats communaux avec l'Afrique, Mohamed Yacoub, conseiller technique du ministre de l'Équipement et des Transports, et Dr Aïcha Abdillahi, doyenne de l'UIT à l'université de Djibouti, ont été rejoints par notre ambassadeur en Allemagne pour discuter de nombreux défis auxquels sont actuellement confrontées les municipalités dans le domaine de transport et de mobilité. En particulier, ces rencontres permettront d'aboutir sur une éventuelle coopération et partenariat entre la ville de Karrouch et la ville de Djibouti dans le domaine du changement climatique, de l'énergie, de l'éducation et de recherche pour construire la ville de demain. Rappelons enfin qu'en janvier dernier, le maire de Karrouch, Frank Mantrop, avait effectué une mission de travail à Djibouti accompagnée d'une forte délégation. Avis de recherche pour clore l'actualité nationale. Le petit garçon que vous voyez à l'écran, donc âgé de 6 ans, qui porte le nom de Mohamed Yonis Youssouf, est recherché activement par sa famille. Il est porté disparu depuis le 10 septembre dernier à 12h30 de son domicile situé au quartier 7. La dernière fois qu'il est sorti du domicile, il portait un t-shirt bleu, blanc, rouge et un pantalon bleu foncé. Celui-ci est de taille moyenne et de teint clair. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro de téléphone suivant, le 77 61 76 41 ou le 77 82 18 54 ou encore le 21 35 39 66, le numéro du standard du commissariat central de la police nationale. En nouvelle du monde, à présent, annexion d'un pan de la Cisjordanie, la promesse de Netanyahou a été critiquée. Réactions indignées et inquiètes se sont succédées au lendemain de la promesse faite par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou d'annexer partiellement la Cisjordanie occupée en cas de réélection. Pays arabes et musulmans sont montés au créneau, tout comme l'Union européenne. La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Quelques 53 000 Palestiniens vivent dans cette région qu'ils défendront bec et ongle, et le projet d'annexion est soutenu par des partis de droite proches du Likoud de Benjamin Netanyahou, voire par une plus grande partie de ses adversaires politiques. La date de l'annonce a, elle, été largement critiquée. Elle intervient en effet une semaine tout juste avant des élections législatives qui s'annoncent farouchement disputées. Le plan d'annexion d'un pan de la Cisjordanie promis par Benjamin Netanyahou compromet la viabilité d'une solution à 2 États et les perspectives d'une paix durable selon l'Union européenne. Et enfin, 18 ans après le 11 septembre, Trump veut frapper les talibans plus fort. Le président américain Donald Trump a promis donc hier, jour du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre, d'intensifier les combats contre les talibans en Afghanistan, quelques jours après l'annulation d'une rencontre avec ces derniers en vue de conclure un accord de paix. Les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3000 victimes, avaient poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir qui protégeait les commanditaires des attaques. Évoquant l'attentat de Kaboul qui a coûté la vie à un soldat américain et qui l'a poussé à annuler les négociations de paix organisées dans le plus grand secret, Donald Trump a estimé que les talibans avaient voulu montrer leur force, mais qu'ils avaient en réalité démontré leur faiblesse. Quelques 13 000 soldats américains sont actuellement stationnés en Afghanistan. L'accord de paix qui était en négociation avec les talibans visait à réduire progressivement ce nombre en échange de garanties contre-terroristes de la part des talibans, d'une réduction de la violence et de l'ouverture de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul, ce à quoi les insurgés s'étaient jusqu'ici toujours refusés. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur Télé Djibouti.